Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut mieux valoriser le travail, notamment dans la restauration et les métiers du médico-social. On sera avec le fondateur de Brigade. On parlera ensuite des réseaux sociaux et des moins de 13 ans. Quel rapport entretiennent-ils? On fera le point là-dessus avec Emmanuel Berne qui dirige les études chez l'agence Even. Et puis on parlera de la créativité. Peut-elle être un remède à la crise? Un sujet que j'affectionne particulièrement. On sera avec le patron de l'agence, Fred et Farid Paris. C'est les Bismart l'émission, c'est parti. Pour commencer cette émission, je suis avec Florent Malbranche, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Brigade, plateforme de mise en relation de travailleurs indépendants et de restaurateurs. Ça, c'était un peu avant, parce qu'il y a eu Covid, évidemment, donc on sait tous que le secteur de la restauration a été à l'arrêt. Donc vous avez choisi de pivoter et d'adresser des populations ou des secteurs, en tout cas que vous n'adressiez pas avant, à savoir le secteur médico-social. Je voulais savoir comment vous avez franchi cette période-là. En fait, donc on n'a pas décidé de pivoter, on a décidé d'élargir. Ouais. Quand on s'est créé en 2016, on s'est créé pour répondre à un problème qui est celui de la valorisation des métiers et permettre à des talents et des entreprises de se rencontrer à nouveau dans les secteurs en tension. Évidemment, on a commencé par la restauration, qui était le secteur emblématique des problématiques de personnel et de recrutement, mais évidemment, on avait en tête d'autres secteurs. Et d'ailleurs, même avant la période Covid, on travaillait avec des établissements médico-sociaux sur les métiers de la restauration, avec des talents de la restauration. Donc la crise arrivant, on ne s'est pas resté sans rien faire, et donc assez rapidement en fait on s'est déporté, on a élargi notre mission comme on dit souvent, et on a ouvert notre plateforme, notre application aux talents du secteur médico-social. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, comment vous travaillez concrètement sur cette mise en relation? Brigade, c'est assez simple en fait, c'est une application sur laquelle, si je suis un talent d'un secteur sur lequel on est actif, donc aujourd'hui hôtellerie, restauration ou sanitaire et médico-social, je m'inscris, on va vérifier vos expériences, on va vérifier votre droit de travailler en France, on va vérifier que vous avez bien un statut qui vous permet de travailler à votre compte. Et en s'inscrivant comme ça, j'ai accès à des missions, à des prestations qui sont proposées par des entreprises qui ont besoin de mes compétences, qui ont besoin de mes qualifications, qui sont généralement des missions plutôt très courtes. Donc ce sont des gens qui ont fait le choix de la flexibilité, qui ont fait, on en parlera peut-être après aussi, le choix de la reconnaissance et de la liberté, qui ont décidé de reprendre leur carrière en main et qui travaillent du coup de cette façon-là et qui ont la totale liberté d'accepter ou de refuser les missions qu'ils souhaitent. C'est du complément de salaire, comment ça se répartit? Ça dépend. Je dis souvent, on est un gros complément de revenus. Le revenu moyen sur Brigade, le chiffre d'affaires moyen généré par un talent, c'est 1 200, 1 300 euros par mois. Donc c'est beaucoup pour un complément de revenu, mais ce n'est pas encore une source de revenu principale. Non, parce qu'il faut enlever les charges en plus, j'imagine. Il faut retrancher en effet à peu près 20% de charges. Mais on est quand même donc, un complément de revenu qui est conséquent pour ces personnes-là. Et surtout, on voit que ça augmente. C'est-à-dire que les gens nous font de plus en plus confiance pour être une alternative à leur source de revenus primaire. Et donc ce qu'on voit, c'est que les profils, de plus en plus, nous utilisent comme soit d'ailleurs un équivalent de temps plein, c'est-à-dire qu'ils ne font pas donc, une longue mission chez un seul utilisateur, ils font plusieurs missions, ils ont plusieurs clients, développent leur clientèle comme ça. Cela aujourd'hui, c'est à peu près 20% de nos utilisateurs qui nous utilisent vraiment comme un temps plein. Et on voit qu'il y a la part des gens qui basculent d'un complément de revenu vers une source de revenus primaire qui est de plus en plus grande. Et c'est marrant parce que je suis très très attentive aux mots. Et donc vous dites, d'abord vous utilisez le mot talent. Et puis en plus, pour les talents qui ont recours à vos services, vous parlez de clients, là où en temps normal, on parlerait d'employeurs. Donc vous êtes en train d'inverser complètement la matrice. Complètement. Et j'adore ça. En fait, même, je peux revenir sur un détail du fonctionnement qu'on ne met pas assez en avant, qui est que ce sont, quand je dis les talents, donc en effet, on parle de talent, je vois que le sujet de l'émission, c'est valoriser le travail. Il faut arrêter de dire que ces gens n'ont pas de talent, n'ont pas de qualification. C'est pas vrai. Vous prenez n'importe qui, vous le mettez dans une cuisine,
la personne est perdue. C'est même dangereux pour elle. Il faut pas. Et pour les Ces autres, gens-là, accessoirement aussi. pour les autres. Donc, c'est très important dans l'approche de considérer ces personnes dont on a absolument besoin comme des talents. Il faut arrêter d'avoir un discours qui va à l'encontre de ça. Et deuxièmement, c'est un petit point de fonctionnement, mais qui fait toute la différence, c'est que nous, notre métier, c'est quoi ? D'une certaine façon, c'est de valider des compétences, d'attester que telle personne a telle compétence. Après, l'origine, l'âge, la couleur, on n'a rien à faire. Et donc, c'est la personne, le talent, qui choisit son client. En fait, l'entreprise va poster sa mission, elle a déclaré son besoin, et donc la personne choisit et l'entreprise n'a pas son mot à dire. Donc ça a été dur à imposer au début, ça c'est sûr, mais aujourd'hui ça permet deux choses. Vous allez trop vite. Ça veut dire que si moi, je postule à un travail via votre plateforme, l'entreprise ne peut pas refuser ma candidature. Exactement. Elle a accès à rien. C'est pas une candidature en fait. L'entreprise poste un besoin. J'ai besoin d'un cuisinier, d'une cuisinière, de telle heure à telle heure, tel jour, pour telle prestation. Cette information est mise à disposition de notre communauté d'utilisateurs, de talents, qui évidemment ont les compétences. Et donc c'est la première personne qui répond oui à cette proposition qui va obtenir la mission. Et ça change tout dans la relation. Ça change, il n'y a plus aucun problème de discrimination, parce qu'il n'y a pas de choix on n'a même pas accès au nom, on n'a accès à rien. L'entreprise a les informations une fois que la mise en relation a été faite, et si elle veut changer, de toute façon, il y a des frais d'annulation, donc elle ne le fait pas. D'accord. 2, ça va extrêmement vite, donc c'est aussi un avantage pour l'entreprise qui n'a pas de temps à perdre, en fait. Elle a un problème, elle a un enjeu, c'est de trouver quelqu'un. À 90%, en 4 heures, elle a sa réponse. En 4 heures. En 4 heures. Donc en fait, le manager, le problème est réglé, il peut passer à autre chose. Donc pas de perte de temps d'entretien, j'épluche pas les CV. Exactement. Et ça marche très bien. Et le dernier point, qui est vraiment un élément de reconnaissance, c'est que du coup, quand la personne arrive pour faire la prestation, au lieu, comme si c'était un salarié, de dire, ça c'est surtout les gens dans le médico-social qui nous disent ça, au lieu de dire, encore heureux que tu sois là, en même temps, c'est ton travail, tu dois être là, c'est merci d'avoir accepté la mission. Et ça, dans l'approche, ça change tout. On est fiers, en fait. Ils nous disent, je suis fier, je suis à nouveau content de me lever le matin, ou contente de me lever le matin pour aller travailler. Et donc, dans la relation au travail, c'est renouvelé. Je sais plus, il y a un utilisateur qui me disait ça, c'est en Angleterre, parce qu'on est aussi présent à Londres, et qui me disait, vous êtes en train de redonner envie, vous êtes reshaping hospitality, ce qui veut vraiment dire, vous redéfinissez les règles dans la restauration, et vous êtes en train de redonner envie aux nouvelles générations de s'engager. Et c'est le sens, on est entreprise à mission, notre mission c'est valoriser le travail, le rendre accessible à tous. Et quand j'ai des commentaires comme ça, je me dis qu'on est en train de faire ce qu'il faut. Mais les entreprises, elles ont accepté facilement ça ? Parce que pas simple de ne pas pouvoir dire non à un candidat qui de fait n'est plus un candidat. Ouais. C'est un parti pris qu'on a fait au tout début. C'est de remettre le pouvoir dans la main des candidats, même si c'est pas des candidats, du coup, en effet, ce sont des professionnels à leur compte qui exécutent une prestation de service. On ne dit pas, évidemment, ça peut mieux se passer avec quelqu'un qu'avec une autre personne, c'est évident. Mais ça va être pour des raisons personnelles plus, de contact humain. Bon, s'ils ne souhaitent jamais retravailler ensemble, en fait, on a un système, on n'a pas un système de notation, c'est un petit peu compliqué, on a un système de commentaires et de feedback qui se font dans un sens comme dans l'autre. Ils ont la possibilité l'un et l'autre d'indiquer s'ils souhaitent retravailler ensemble ou pas. Et en fait, on est plus dans une relation, une prestation, elle s'est passée, et ce qui compte, c'est la qualité du travail exécuté. Si on n'a pas envie de retravailler ensemble, on ne retravaille pas ensemble. Mais ça, une fois de plus, c'est à leurs mains. Nous on n'intervient pas du tout là-dedans. Nous, notre métier, c'est valider des compétences, et d'une certaine façon permettre à ces deux entités, talent, entreprise, de se rencontrer. Derrière, c'est plus dans nos mains. Vous travaillez donc avec la restauration d'un côté, avec le secteur médico-social de l'autre. Vous trouvez qu'il y a les mêmes problématiques sur les deux secteurs ? Oui, c'est assez fou d'ailleurs. Je dis souvent, et c'est pas une bonne nouvelle, la santé est 5 ans en avance par rapport à la restauration, mais ça veut dire qu'ils ont 50 problèmes en plus. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Ce qu'on constate dans le médico-social, c'est qu'aujourd'hui, on perd les talents qui sont dans cette industrie. C'est-à-dire qu'après, quelques années, même pas, certains quelques mois à travailler, ce sont des métiers difficiles, quelques mois à travailler là-dedans, ils changent, ils arrêtent. Donc c'est des gens qu'on a formés et qu'on perd. Mais le problème donc, dans le médico-social aujourd'hui, c'est qu'on ne les forme même plus. Ce sont des filières qui n'attirent plus. Et ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on a eu un discours pendant des années où on disait, comme c'est un beau métier, comme c'est un métier de vocation ou de passion, tu vas venir travailler, mais par contre, tu vas sacrifier tout ce qu'il y a autour. Tu vas sacrifier ta vie de famille, tu vas sacrifier ta rémunération.
Donc aujourd'hui, ça n'attire plus du tout, même pas en formation. La restauration, c'est un petit peu différent. On est encore un petit peu avant, c'est-à-dire que ça attire encore. On a l'impression qu'on peut se réaliser par une carrière dans la restauration. Et souvent, par contre, on est dégoûté et donc on en sort. Si on réagit rapidement, et je suis content parce que d'ailleurs dans la restauration, je trouve que, y compris les syndicats professionnels, ont compris qu'il y avait besoin de changer des choses. Ça, c'est important. On va garder l'attractivité du secteur et surtout garder les personnes qui travaillent dedans. Et c'est super, super important. Dans le médico-social, il faut réagir de toute urgence et il faut arrêter d'essayer d'appliquer les mêmes recettes qui ne fonctionnent plus aujourd'hui et qu'on applique depuis 30 ou 40 ans. Mais ça passe par quoi? Ça passe aussi parce que dans la restauration ou dans le médico-social, il y a aussi toute la question des horaires qui parfois fait que effectivement c'est compliqué de bosser tôt le matin, tard le soir dans la restauration, d'avoir un trop milieu. C'est compliqué aussi dans le médico-social avec des services de nuit. En même temps, c'est des choses qu'on a du mal à faire évoluer parce qu'on voit pas très bien comment ça pourrait fonctionner différemment. Non, c'est sûr. Ce sont des métiers qu'on fait je dis souvent quand les autres travaillent pas. C'est-à-dire qu'on va au restaurant, les gens qui travaillent pour nous, on va aux urgences à 2h du matin, il y a des gens qui travaillent pour nous. Mais ça, c'est pas, en fait, c'est pas un retour qu'on a souvent. Oui, c'est des métiers difficiles, mais bon, qui ont d'autres avantages par ailleurs, en fait. Le problème, c'est quand c'est tous les jours. Le problème, c'est quand on ne choisit pas. En fait, quand tous les jours, on va travailler avec des horaires élargis et qu'on n'a pas le temps de souffler. Le problème, c'est quand on est infirmier ou aide-soignant, qu'on a eu à gérer un décès ou un cas très difficile. Il y a des gens qui travaillent dans des foyers d'accueil avec des cas qui peuvent être très compliqués, qu'on a besoin de 2 jours de break et qu'on ne peut pas. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui. Et puis, il y a quand même un problème de fond, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des métiers, il faut reconnaître, valoriser ces métiers, ça passe aussi par le langage, par le discours, par ce qu'on dit sur ces métiers. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, aujourd'hui, on rencontre des utilisateurs, ils nous disent « Oh, moi, je suis juste cuisinier ». Moi, je trouve ça horrible de dire ça. Ouais, je suis juste cuisinier, je suis juste aide-soignant. Ben non, en fait, je suis aide-soignant et c'est génial. Je suis cuisinier et c'est génial. Et en fait, c'est ça, on commence à le retrouver. On a des utilisateurs qui disent vraiment, qui viennent nous voir, vous avez changé ma vie, je suis à nouveau fier de mon métier. Et c'est vraiment, ça se sent, c'est vraiment ce qui nous anime et ce qui fait qu'on est persuadé qu'on est sur une voie qui ne convient pas à tout le monde. Attention, on ne dit pas tout le monde doit travailler à son compte. Ce serait la fin des entreprises en plus. Les entreprises, elles ont besoin de salariés, elles ont besoin d'une base fixe. Mais en fait, on a plein d'outils sur la table. Il faut tous les utiliser pour que ce marché du travail redevienne attractif. Vous avez mentionné le mot mission. Vous êtes entreprise à mission? On est entreprise à mission depuis 2020. Oui. Pourquoi? Alors, non, déjà, je dis depuis 2020. On est officiellement entreprise à mission depuis 2020. En nous, on est entreprise à mission depuis le premier jour. Le statut n'existait pas avant. Et donc, quand il est paru, c'est vrai qu'on était dans une période un peu difficile quand même de Covid. Et ça nous a forcé à nous recentrer sur la mission. Et on l'a fait, je pense, pour pouvoir l'acclamer encore plus haut et fort. Et aujourd'hui, les gens qui, par exemple, les nouveaux salariés, donc nos salariés à nous qui rentrent, waouh, c'est impressionnant le poids de la mission presque qu'on a chez Brigade. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous anime vraiment. Et donc c'était un moyen de le graver dans le marbre et de l'avoir dans nos statuts notamment. Vous avez fait justement un gros travail à la fois sur la plateforme et sur le rebranding de la marque. Qu'est-ce qui a motivé ça? Parce que vous avez déjà le parcours, l'entreprise à mission, vous auriez pu rester comme vous étiez. Non, il restait justement l'image. On avait une image qui n'avait pas bougé depuis 5 ans et qui était celle d'une petite start-up dans la restauration qui offre un outil digital qui permet de trouver des missions. Ce qui n'était pas ce qu'on était. En fait. Et en toute transparence, ça nous causait du tort parce que les gens, le nombre de fois qu'on est rentré chez nous ou que quelqu'un est venu à un événement, il dit j'avais pas compris en fait que c'était ça à ce point-là. Et je pense que ça nous a un peu bloqué et dans notre relation avec les talents et dans nos relations avec les entreprises et dans nos relations d'ailleurs avec tous les partenaires avec qui on peut échanger. Et donc on avait besoin d'aligner qui on est vraiment. Une société qui a créé 10 000 emplois en France depuis 5 ans, qui permet à 5 000 personnes de travailler tous les mois, qui est clairement un des acteurs majeurs aujourd'hui de la transformation des modes de travail dans les secteurs en tension, qui est entreprise à mission, qui a 150 salariés en France, et notre image. Et cette image n'était pas en adéquation, et donc oui, on a fait un travail pour la réaligner avec qui on est réellement. C'est sortir un peu du côté cliché de la start-up qui veut tout disrupter. Oui. On a besoin aussi de... En fait, il faut
quand on se lance, évidemment, même il faut presque un peu choquer par moment. Et puis à un moment, il faut, je trouve, prendre un peu ses responsabilités et gagner en maturité, c'est vrai. Et c'est le message qu'on essaye de passer. Et aussi, je pense qu'on le voit, j'invite les gens à regarder les différents éléments de communication, même si je n'aime pas trop le terme, mais on veut vraiment renforcer la présence des talents. Évidemment que les entreprises sont extrêmement importantes, c'est pas ce qu'on dit, mais nous, notre métier, c'est quasiment d'être un agent digital, que dans sa poche, on est son agent qui va trouver les meilleures missions. Et d'ailleurs, on a plein d'idées pour la suite, mais que ce soit un accompagnement, pas juste sur quelques prestations, que demain, je puisse avoir un profil public qui certifie mes compétences, que de faire du partage de données avec d'autres applications. Pourquoi pas avoir des services bancaires ou accompagner les gens dans la formation. Voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit. On a vraiment envie d'être le petit agent digital dans la poche de toutes ces personnes-là. Ouais. Oui, parce que la revalorisation, elle passe aussi par la formation. C'est un axe intéressant. Bien sûr. On a mis en place un espèce de parcours de carrière en interne, en fait, dans son application, dans son espace personnel. Quand on est talent, on a un petit fil, en fait, une timeline où on a tout son historique. Et qui permet, en fait, qui va nous permettre en fonction des retours, de leur proposer une formation pour s'améliorer sur tel poste, de rajouter par exemple un cuisinier dont le rêve est de devenir chef pourrait le déclarer et nous on va pouvoir l'accompagner, alors pas personnellement mais digitalement pour lui permettre de progresser vers son but. Et donc il y a toute cette logique d'accompagnement, même si ce sont des professionnels qui sont à leur compte, c'est-à-dire qu'on n'est pas leur employeur, voilà, mais le but, c'est qu'ils puissent se réaliser vraiment. Et comme je disais tout à l'heure, qu'ils retrouvent vraiment la fierté de leur métier et de leur parcours professionnel et qu'ils restent dans l'industrie qu'ils ont choisi au départ. C'était un choix de travailler dans la restauration ou dans le médico-social. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils y restent. Et aujourd'hui, on a 40% de nos utilisateurs qui disent que par leur utilisation de l'application, la flexibilité, la meilleure rémunération qu'ils ont, ils restent dans l'industrie. Demain, je veux que ce soit 90% des gens qui disent ça. Vous adressez donc des métiers en tension. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à répondre à toutes les demandes des entreprises? Est-ce que toutes les missions qu'on vous confie, vous arrivez à les faire matcher avec quelqu'un? Pas toutes, non. On est plutôt autour de 90%. Après, c'est aussi un petit peu dans la main des entreprises. Elles ont la main sur, typiquement, quand elles créent leur proposition, nous, on va calculer un prix de la prestation. C'est une tarification, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est dynamique, mais qui assure déjà un revenu très élevé à la personne et qui assure surtout un taux de connexion, on va dire, le fait de trouver quelqu'un qui soit le plus élevé possible. Les entreprises, elles ont la main pour l'augmenter, pas pour le baisser. Et donc, en fait, libre à elles d'augmenter pour rendre l'offre plus attractive. Et ce qu'on dit aussi, c'est que dans notre mission, un des engagements qu'on a, c'est d'améliorer les conditions de travail. Aujourd'hui, on réfléchit à comment permettre aux entreprises qui proposent les meilleures conditions de travail d'une certaine façon, de trouver des talents le plus facilement possible, qu'elles soient valorisées par rapport aux autres, non pas pour pénaliser les autres, mais pour les pousser en fait dans une direction à améliorer ce qu'elles peuvent proposer, évidemment à leurs salariés, mais aussi aux collaborateurs qui viennent ponctuellement. Et comment vous pouvez identifier les entreprises qui ont les meilleures conditions de travail? On a les retours, des talents, et heureusement, il y a dans 90-95% des cas, il n'y a rien à dire en fait. Ils font un super travail. Il y a des cas où il y a des méthodes qui ne sont, on va dire, plus au goût du jour et qui doivent changer. Les entreprises, elles ont un gros travail à faire, en effet, pour revaloriser ces métiers. Mais est-ce que ça passe pas aussi par l'éducation en amont et par l'éducation nationale, quoi? Complètement. Par exemple, il faut arrêter de dire qu'un cuisinier n'est pas qualifié. Moi, c'est les choses c'est blessant. En fait. Mais c'est les choses qu'on entend encore aujourd'hui? C'est les choses qu'on entend partout. Chez les syndicats, au sein du gouvernement par moment, c'est des choses qui sont gênantes, je trouve. C'est un métier, le métier de cuisinier est un métier qualifié. Le métier d'aide-soignant est un métier qualifié. Comment on peut donner envie à des enfants de s'engager dans ces métiers-là si on entend tout en haut que c'est pas qualifié, que c'est pas valorisant? Il faut arrêter cette distinction col blanc, col bleu qui existe encore aujourd'hui en fait. Ça n'a aucun sens. Faut que les parents, en effet, arrêtent. Quelqu'un qui veut choisir un parcours dans la restauration, il faut qu'il puisse le faire, il faut qu'il soit fier de le faire. Ce sont des super métiers. D'ailleurs, on le voit, tous les diplômés de grande école aujourd'hui qui se reconvertissent dans les métiers manuels, c'est qu'il y a quelque chose. Je veux dire, c'est que ce sont des métiers qui, il y a une satisfaction. On rend un service d'ailleurs dans les deux secteurs dans lesquels on est, on a un remerciement qui est quasiment immédiat. C'est rare ça. Et donc c'est tout ça qu'il faut repenser.
Et je trouve que ça passe beaucoup par le discours. Les métiers en tension sont quasiment partout aujourd'hui. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez ouvrir à peu près n'importe quel service demain? Nous, on a envie de proposer nos services aux gens qui ont été un peu exclus de la révolution technologique. C'est-à-dire que les métiers, enfin, je sais pas comment dire, les métiers très 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 qualifiés, en tout cas ceux qu'on perçoit comme tels, ils ont tout ce qu'il leur faut. Honnêtement, j'ai les startups. Vous n'allez pas attaquer le métier des développeurs, par exemple? Par exemple. Ouais. Je citais personne, mais voilà, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Il y a un pan du marché du travail qui a été exclu, et c'est tous les métiers dont on parle depuis tout à l'heure, de ces améliorations technologiques. En fait, ils n'en profitent pas. Ces gens, vous les trouvez sur aucun réseau professionnel en ligne. Ils n'ont pas accès aux toutes les nouvelles banques. Ils ne sont pas ciblés, en fait. C'est 100 millions de personnes en Europe, ces métiers-là. Oui, ça fait un gros gisement. Oui, c'est un gros gisement. C'est plus d'un tiers du marché du travail en Europe, largement, quasiment la moitié. Voilà, c'est à ce genre-là qu'on parle et qu'on veut parler. Donc il y aura des prochaines diversifications? Il y aura d'autres secteurs. Enfin, honnêtement, pour l'instant, on est plus dans une expansion géographique qui est justifiée par le fait que, ce qu'il y a derrière, c'est que les deux secteurs sont déjà tellement, sur lesquels on est, sont déjà tellement grands, tellement profonds, comme on dit, qu'on a de quoi voir venir. Et puis, oui, il y aura d'autres secteurs par la suite. Merci beaucoup, Florent Malbranche. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Brigade. On poursuit cette émission avec Emmanuel Berne. Bonjour. Bonjour Aurélie. Directeur des études chez l'agence Even. Et vous avez présenté cette semaine la 7e édition de l'étude Born Social qui s'intéresse au comportement des moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. Alors Emmanuel, excusez-moi, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Je croyais très naïvement qu'à moins de 13 ans, on ne pouvait pas avoir accès aux réseaux sociaux. Alors, c'est pas de la naïveté, hein, c'est de la lucidité. Effectivement, depuis la RGPD, c'est officiel, les enfants n'ont pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux avant 13 ans et même avant 15 ans sans l'accord de leurs parents. Après, il faut être pragmatique, c'est une réalité. Les enfants vont sur les réseaux sociaux avant l'âge légal, on va dire, les 13 ans. Est-ce qu'on a une idée de la proportion des enfants de moins de 13 ans qui sont sur les réseaux? Parce que ça doit être assez difficile à évaluer, non? Alors, d'une part, ce qui est intéressant, c'est que les plateformes sur lesquelles ils sont ne vont pas indiquer qu'ils ont ces populations-là sur leur plateforme, sur leur site. Oui, j'imagine bien. C'est-à-dire qu'ils sont, entre guillemets, qui ne répondent pas à leurs obligations. Nous, pour ça, on a un partenariat avec une association qui s'appelle Génération Numérique et qui est une association qui est présente dans l'ensemble, dans beaucoup de collèges et lycées de France, qui est appelée par les proviseurs lorsqu'il va y avoir des problèmes liés à l'usage des médias sociaux. Et cette association va mettre en place un questionnaire. Donc, nous allons pouvoir récupérer certaines informations de ce questionnaire qu'on va filtrer sur les 12-11 ans. C'est vraiment cette population-là qui nous intéresse, c'est-à-dire les enfants qui sont arrivés au collège. Voilà, c'est ça. Alors, dans les enfants que vous avez interrogés, il y en a 87% qui utilisent régulièrement au moins une application sociale. Alors déjà, ça me paraît énorme, et 2, c'est en progression aussi significative, par exemple, par rapport aux autres années? Alors, c'est en progression, ça a été un étonnement parce qu'on avait déjà vu, il y a 2 ans, après le confinement, on savait qu'il y avait eu un impact. Forcément, ils avaient eu besoin de plus se socialiser et donc ça s'expliquait. Ça s'expliquait. Là, sincèrement, je m'attendais à une diminution ou une stagnation. Non, il y a toujours eu une augmentation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu notamment une augmentation du nombre d'applications sociales qu'ils vont utiliser. Dans applications sociales, on comprend aussi les applications de messagerie. Et parmi les applications... les applications de messagerie, ça veut dire que WhatsApp, par exemple, est considéré comme un réseau social. On intègre WhatsApp dans ce chiffre. D'accord. On n'intègre pas YouTube en revanche parce que WhatsApp c'est la même chose que pour Facebook ou pour Instagram, on n'a pas le droit d'y aller avant 13 ans. Donc c'est une application de socialisation. Je ne savais pas. Même avant c'était 15 ans. Et je ne savais pas. Ans. Oui, voilà. Bon, j'ai des enfants alors qu'ils sont pas dans la bonne case. Non, WhatsApp pour moi c'était comme les SMS quoi, donc je voyais pas le... C'est un des résultats aussi, d'ailleurs de l'étude. On s'est rendu compte qu'en 2 ans, les applications de messagerie étaient passées devant les SMS. Alors qu'avant, c'était avant tout les SMS qu'ils utilisaient quand on leur posait la question de savoir comment tu communiques lorsque tu veux discuter avec tes copains, quel est le moyen que tu vas utiliser. Les SMS étaient en premier en 2020. Là,
les applications de messagerie sont passées en première position. Et l'une des interprétations qu'on peut avoir à ce sujet, c'est la mauvaise interconnexion parfois entre Android et iOS. C'est plus facile de passer par une application de messagerie pour pouvoir échanger tout type de fichiers, de photos, de gérer les groupes, etc. Voilà. Oui, bien sûr. Pourquoi les moins de 13 ans, vous, ça vous intéresse particulièrement chez Even? Pourquoi cette étude tous les ans? Alors, il y a une petite anecdote liée à l'histoire de notre agence Even. C'est qu'à un moment donné, le fondateur de Even, Arthur Canas, avait un enfant qui avait 10-12 ans. Et donc, ça l'intéressait tout particulièrement de comprendre ce qui se passait auprès de cette génération. Après, il y a un intérêt aussi professionnel, à savoir que les usages qui se mettent en place dès le plus jeune âge vont perdurer ensuite. C'est pas, les enfants ne découvrent pas les réseaux sociaux à 13 ans dès qu'ils ont l'âge d'y aller. Non, l'adoption de ces plateformes, comme on le montre dans cette étude, s'effectue bien en amont. Et donc, et les chiffres qu'on présente sont finalement la rampe de lancement vers l'utilisation plus tardive et plus âgée de ces plateformes. Donc, ce qu'on essaie de décrypter, c'est quel est le processus d'adoption des plateformes sociales, processus d'adoption qui nous intéresse d'un point de vue pour comprendre comment vont évoluer l'usage des plateformes, et qui intéresse aussi bien sûr les plateformes qui vont chercher à capter des utilisateurs dès que c'est possible. Ce processus d'utilisation et d'adoption des plateformes, en fait, il passe, j'imagine, par un équipement téléphonique, c'est-à-dire que ça doit correspondre plus ou moins à l'âge où on a son premier téléphone. C'est exactement ça. C'est le moment où on a son smartphone, c'est le moment de l'entrée en 6e. On est à 48%, je crois, des enfants qui obtiennent leur smartphone à 11 ans. 11 ans, c'est quoi? C'est l'âge parfait. C'est moitié des enfants de 11 ans sont en CM2, moitié sont en premier semestre de 6e en fonction de quand est-ce qu'ils sont nés dans l'année. C'est à ce moment-là qu'ils ont tous un smartphone. Et leur smartphone, il est connecté au Wi-Fi de la maison, ils l'utilisent, ils ont des applications par défaut, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais on peut revenir même un petit peu en arrière, parce qu'en réalité, l'adoption et en tout cas la connaissance des plateformes sociales provient de bien avant. Ça provient, notamment si on s'intéresse à Facebook, du plus jeune âge, quand les parents vont mettre les enfants devant des comptines sur YouTube. Là, c'est comme ça qu'on découvre une plateforme sociale. Autre exemple, Snapchat, par exemple, les snapcodes qui vont permettre de débloquer des filtres pour jouer, pour avoir des cœurs qui tombent, pour avoir des grandes bouches, bref, tous ces trucs-là. Ça, ce sont des jouets. Et ce sont des jouets qui vont être utilisés pour s'amuser avec son enfant par les parents. Et donc, très souvent, la découverte de Snapchat va s'effectuer par ce biais-là, par le biais de ce type de fonctionnalités, qui sont des fonctionnalités que j'appelle des jouets. Et le jouet va se transformer en jeu. Quand, une fois qu'on est sur Snapchat, on va avoir envie de discuter, socialiser avec ses copains. Et ça c'est vraiment le processus qui va se mettre en place dès le plus jeune âge et qui explique pourquoi les enfants sont si précocement sur les plateformes sociales. Alors justement, qu'est-ce qu'ils vont y chercher? Ce côté socialisation que vous avez dit, ou il y a d'autres choses? Alors, les enfants, globalement, il y a trois choses qu'ils vont rechercher. Il y a être grand, c'est l'autonomisation. Être grand, c'est important. Oui. Mais c'est ce qui se joue à ces âges-là. Ils ont envie de grandir, et donc avoir un téléphone portable, c'est un peu grandir. Donc il y a cette première, c'est pas une pulsion, mais cette première envie. Deuxième volonté, c'est d'accéder au divertissement. Ils entendent parler de certaines choses à la cour de récré, etc. Ils ont envie de pouvoir accéder à des youtubeurs, ils ont envie de pouvoir consommer du contenu. Par exemple, s'ils sont des gamers, ils ont envie de pouvoir échanger avec des copains pour pouvoir se retrouver sur Fortnite, par exemple. Et puis, troisième point, c'est la socialisation. Ils vont avoir besoin de ces plateformes pour pouvoir échanger avec leurs copains. Un des enfants qu'on a interrogé nous expliquait, par exemple, c'est important, c'est pas indispensable, mais c'est important d'être sur les réseaux, comme ça on peut se faire des copains aussi, on peut retrouver ses copains de classe quand on arrive dans un nouveau groupe, et puis j'ai utilisé son expression, taper la discute, voilà, c'est ces mots, voilà, sur ces plateformes-là. Et ça sert, c'est important dans leur vie, même si, bien sûr, notre étude montre des chiffres très importants, des taux extrêmement importants d'utilisation des plateformes sociales. Toutes les plateformes sociales ne sont pas identiques, et puis
tous les enfants n'y sont pas encore. Il reste encore un peu plus de 10% des enfants qui ne les utilisent pas à l'âge où ils ne devraient pas le faire. Quelles sont justement les plateformes qui sont les plus utilisées alors ? Alors, c'est les deux que j'ai cités précédemment. Hein. C'est YouTube qui est la numéro 1. D'ailleurs, on a des chiffres en France très cohérents par rapport à ceux qu'on peut trouver aux États-Unis. Après, Snapchat. Snapchat réussit à être toujours la plateforme la plus utilisée par les plus jeunes parce que voilà, c'est la plus sympa, entre guillemets, le petit fantôme. Et puis, comme je vous l'expliquais, c'est à cause des jouets qu'il y a les filtres. Et puis, il y a plein de petites fonctionnalités. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les flammes. Non, j'avoue mon ignorance la plus complète sur les flammes de Snapchat. Les flammes de Snapchat, c'est quand on va s'envoyer des messages sur Snapchat, tous les jours, la flamme va grandir, enfin va s'accumuler. Et donc, c'est une petite mécanique qui est mise en place pour hooker les enfants, pour faire en sorte qu'ils échangent tous les deux ensemble chaque jour. Et l'objectif, c'est un peu comme un test d'amitié. Plus on a des flammes, plus ça veut dire qu'on a échangé chaque jour avec la même personne. Et c'est pour montrer son niveau d'amitié avec son copain, sa copine. Voilà. Mais alors, c'est un peu sexiste ce que je vais dire, mais ce genre de truc, ça doit marcher particulièrement avec les petites filles, non ? C'est beaucoup les petites filles qui nous parlent des flammes, notamment, effectivement. Après, il y a d'autres interactions qui peuvent se mettre en place pour les garçons. Par exemple, sur Snap, il y a une messagerie qui est beaucoup plus libre, on va dire, que celle qu'il va y avoir sur TikTok. Sur TikTok, on n'a pas la possibilité de faire de la messagerie quand on a moins de 16 ans. Sur Snapchat, non, on peut le faire. Donc, par exemple, l'usage des audios, c'est quelque chose qu'on a vu poindre dans nos études très tôt, avant que maintenant tout le monde se mette aux audios. Enfin, moi, j'y arrive pas. Mais il y a plein de gens... non plus. Question de génération. En tout cas, aujourd'hui, les audios sont devenus quelque chose de totalement généralisé dans la population. Et ça vient notamment de l'usage des plus jeunes. Ou autre exemple, comme ça fait 7 ans qu'on fait cette étude, on a vu émerger vraiment et se propager TikTok. Avant, on voyait l'ancien nom de TikTok qui s'appelait Musical.ly, on l'a vu très tôt. Hein. Et quand TikTok est arrivé, là, on a vu tout de suite les taux d'adoption de TikTok très importants. Et voilà, ça c'est un des exemples aussi de plateformes qui fonctionnent très très bien chez les plus jeunes, bien sûr. Et TikTok, c'est propagé à toute la population. Musical.ly, pas grand monde de plus de 16 ans qui y était. Hein. TikTok, maintenant, a son audience qui s'est largement démocratisée au sein de populations beaucoup plus larges. On a parlé de ce qu'ils viennent y chercher, les enfants, sur ces réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a des trucs rédhibitoires, des trucs qu'ils n'aiment pas Alors, ils n'aiment pas trop voir traîner leurs parents. C'est j'utilise encore des termes. Voilà, parce que comme on a interrogé beaucoup d'enfants, on trouve que leur façon de s'exprimer est la plus réaliste pour comprendre ce qui se joue sur les plateformes. Donc, par exemple, une plateforme comme Facebook, où il y a leurs parents dessus, ça peut coincer un petit peu. Donc, il y a ce point-là. Après, ils sont quand même sensibilisés aux dangers des réseaux sociaux. Il y a une évolution très forte de prise de conscience, de risques. Les risques de mauvaises rencontres d'une part, et puis le risque aussi du temps passé sur les écrans. Là, c'est vraiment quelque chose qui s'est propagé au sein de ces populations-là. Et donc, pour revenir à votre question, ils n'aiment pas trop voir leurs parents, ils n'aiment pas trop aussi les espaces où ils vont ressentir de l'agressivité et auxquels ils vont associer à certains risques. Voilà, par exemple, Twitter est une plateforme sur laquelle ils vont se sentir mal à l'aise. Voilà, c'est ce type de choses qu'ils ne vont pas trop aimer. Et bien sûr, voilà, ils vont rechercher une plateforme sur laquelle ils vont trouver du contenu qui va leur plaire, et s'il n'y en a pas, ils ne vont pas y aller. Voilà. Vous disiez qu'ils sont alertés sur le temps passé, mais vous avez quantifié ce temps ? Combien de temps est-ce que les moins de 13 ans passent sur les réseaux sociaux Ils par sont jour ? conscients qu'ils passent trop de temps. Pour autant, ils en passent toujours plus. D'accord. Mais ils sont conscients qu'ils passent trop de temps. C'est un début. Et entre 2020 et 2022, il y a plus de 20 points. On est passé de 25% à 45% des enfants qui déclarent que voilà, il y a trop de temps qui est passé. Ils ont le sentiment de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Et sinon, par rapport à... Enfin, sur leur écran, de manière générale, pardon. Et sinon, on leur a posé la question de savoir combien de temps ils passaient. Pour ça, c'est un petit peu compliqué de poser cette question. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé déjà s'ils avaient connaissance des applications de suivi du temps passé. Et là, ils sont de plus en plus nombreux à connaître ces applications-là, notamment par le biais des contrôles parentaux. Et après, si ceux qui répondaient oui, je sais combien de temps j'y passe, enfin j'ai un suivi de temps passé, et là on leur demandait
ton dernier jour d'école, combien de temps tu y as passé? Et on est arrivé aux alentours de 2 heures. Mais un jour d'école, ça c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'entre un jour de vacances et un jour d'école, c'est du simple au triple. Enfin voilà, ça n'a rien à voir. Au triple? On a certains enfants qui y passent beaucoup de temps. Mais voilà. Enfin voilà, on trouve que c'est plus intéressant de regarder vraiment le temps passé un jour d'école plutôt que un temps passé un jour d'oisiveté. Voilà. Évidemment, vous faites cette étude pas juste pour vous faire plaisir, mais pour aussi aider plus tard les marques à comprendre les comportements de leurs futurs consommateurs, et notamment via le biais de ces plateformes-là. Dans quelle mesure est-ce que ça peut les aider à comprendre Alors, plus que les aider, notre discours est plus un discours de responsabilisation. On doit avoir conscience que sur les plateformes, comme on n'a pas le droit d'avoir moins de 13 ans pour y accéder, c'est-à-dire que la première chose qu'ils vont faire pour s'inscrire, c'est de mentir sur leur âge. Donc ça, c'est assez rigolo, quoi, de se dire que la première, le rite de passage pour accéder à cet univers, c'est un mensonge. Et ça veut dire que quand les marques ont des audiences, par exemple des communautés, il faut qu'on doit prendre conscience du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas l'âge qu'ils déclarent avoir. Et donc, il y a une notion de responsabilisation à avoir là-dessus. Après, nous, on s'intéresse de manière très générale à comment évoluent les plateformes. Pour nos annonceurs, pour nos clients, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'il faut investir sur Instagram, investir sur Snapchat, investir sur TikTok. Et bien sûr, tout ce qu'on voit apparaître chez les plus jeunes, on va considérer que c'est des tendances qui vont après souvent se propager au sein de populations plus larges. Et aujourd'hui, c'était en 2022, toutes les études auprès des annonceurs indiquaient, voilà, il faut qu'on s'intéresse à TikTok. Et tout ça, on l'avait vu, on l'avait perçu par les audiences les plus jeunes. Donc on essaie d'anticiper des usages qui vont se propager après, plus tard, dans les populations plus larges et les vraies cibles, enfin les cibles plus larges aussi de nos annonceurs. Alors, à propos d'anticiper les tendances, il y a une tendance dont on parle beaucoup et dont les marques s'emparent beaucoup en ce moment, qui est le métavers. Vous avez posé la question à ces jeunes de moins de 13 ans et visiblement, ils ne sont pas très réceptifs. Non, ils ne connaissent pas trop le métaverse. C'est pas, pour les 3/4 d'entre eux, ils n'en ont jamais entendu parler. Voilà. Donc, métaverse, je pense que c'est un terme qui est vraiment encore confiné à l'univers professionnel et des personnes qui s'intéressent à l'évolution des plateformes sociales. En revanche, donc quand je leur ai posé la question de savoir s'ils connaissaient Metaverse, ils ne connaissaient pas. Dans le discours, lors de nos entretiens avec les enfants, je leur disais, mais les casques 3D, ça t'évoque quoi? T'en penses quoi? Et alors là, les yeux pétillaient. Et il y a une vraie appétence pour ça. Et donc, nous, on est... donc, si le concept de Metaverse n'est absolument pas, en tout cas, préempté ou en tout cas compris par les populations les plus jeunes, on sent qu'il y a une attirance très forte vers certaines promesses du Metaverse. Et l'un des points, je reviens sur une des questions qu'on a posées, c'est quand on leur a posé la question de savoir comment ils communiquaient les enfants entre eux, vers où ils allaient pour pouvoir échanger entre eux, entre amis. On posait la question de savoir, on proposait l'item jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, c'est un espace pour les plus jeunes pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire des choses. Et c'est après donc, les applications de messagerie dont je parlais, les SMS, les jeux vidéo arrivent en 3e position. Et pour nous, c'est vraiment un indice très fort de se dire, on a des générations entières qui utilisent des plateformes, alors qui ne sont pas avec des casques 3D encore, je parle de Roblox, de Fortnite, et qui sont des espaces quand même immersifs 3D dans lesquels les enfants font autre chose que jouer, ils se socialisent. Est-ce que demain, ces usages-là vont se propager à des populations plus âgées? Est-ce qu'il y aura des offres qui vont intéresser aussi des audiences plus larges? C'est une question, mais en tout cas, cet usage de la socialisation dans des univers 3D existe déjà chez les plus jeunes. Vous avez aussi fait un volet sur la RSE. Qu'est-ce qui en ressort? Est-ce que les enfants de cet âge-là ont conscience des enjeux sociaux, environnementaux aujourd'hui? Ils sont impactés. Ils sont impactés, ne serait-ce que par les feeds auxquels ils sont exposés sur TikTok. Voilà, ils choisissent pas vraiment. Enfin, ils choisissent en fonction de leur goût. L'algorithme va se modifier. Mais beaucoup d'enfants qu'on a interrogés nous expliquent que voilà, ils ont vu des images qui les ont un peu choqués par rapport à des animaux, ce genre de choses. Et par ailleurs, quand on leur a posé la question de savoir si la thématique de la protection de la planète ou de l'évolution de la planète était quelque chose auquel ils étaient sensibles, oui, ça apparaissait
classé comme, juste après le harcèlement scolaire, le deuxième sujet de préoccupation. On a même des scores qui sont assez impressionnants. C'est 24% des enfants se déclarent anxieux par rapport à l'évolution de la planète, et 8% des enfants on déclare avoir déjà fait des cauchemars à ce propos. Donc on a voulu mettre en évidence l'impact que pouvaient avoir ces problématiques-là sur les plus jeunes et le niveau de sensibilisation qu'ils avaient dès aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage, Emmanuel Berne, directeur des études de l'agence Even. On termine cette émission avec Olivier Lefebvre, président et partenaire de Fred et Farid Paris. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Fred et Farid Paris, agence créative indépendante, présente à New York, Los Angeles, Shanghai, Paris. Vous avez auparavant, vous, un parcours de directeur de création. Vous êtes internationalement multi-récompensé. Et j'avais envie de vous recevoir parce que ça fait quand même un petit peu plus de 2 ans qu'on enchaîne les crises ukrainiennes, Covid, inflation. On se laisse un peu gagner par la morosité. Et vous êtes venu me rappeler que non, finalement, la créativité peut sortir de la crise et créer de nouvelles opportunités. Mais peut-être que pour commencer, il faut revenir, Olivier, si vous le voulez bien, sur ce que c'est qu'une crise. Tout à fait. Ce qui est une crise, alors déjà pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que moi j'ai l'impression d'être un enfant de la crise. C'est-à-dire que finalement, je suis né dans les années 80. En 2001, quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études dans la publicité, il y avait les 11 septembre qui venaient d'arriver quelques semaines avant. On est arrivé, on nous a dit, en fait, c'est la crise, vous ne serez jamais embauché. En 2008, il y a eu la crise des subprimes. On nous a dit, c'est la crise, faites attention, là, ça bouge. Et effectivement, ça a été une grosse crise. Finalement, plus le temps passe, plus les crises s'accélèrent. On en a conscience encore plus aujourd'hui, je pense. Ouais. Et puis avec en toile de fond une énorme crise qui est l'urgence climatique. Donc ça, je trouve que faut s'habituer à vivre dans la crise et surtout à vivre et à réagir face à tout ça. Ce qui est intéressant, alors, effectivement, le thème, est-ce que la créativité est vraiment un remède à la crise ? Moi, j'ai envie de dire que c'est pas un remède dans le sens médical du terme, surtout quand on voit la crise qui arrive. Là, ça va être une crise qui touche quand même le plus bas de la pyramide de Maslow, quoi. Manger, se chauffer, se déplacer. Donc des besoins primaires pour les Français. Donc en fait, la créativité ne peut pas remédier à tout. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la crise est toujours génératrice de créativité. Et on l'a vu pendant la crise du Covid. Jamais autant les entreprises et les Français en général ont été créatifs. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, qu'LVMH, du jour au lendemain, a réussi à transformer ses outils de production de parfums en outils de production de gel hydroalcoolique, c'est une vraie créativité pour un groupe de luxe de faire ce genre de démarche. C'est de la créativité. On l'a vu aussi dans le marché de l'immobilier. Du jour au lendemain, on ne pouvait plus visiter aucun appartement. Il y a eu les visites filmées en visio, et puis il y a même eu des démarches de click and collect, où en fait on pouvait réserver un appartement, le visiter en visio et le valider définitivement quand en fait on pouvait ressortir du confinement. Donc en fait il y a eu plein de démarches et plein d'outils qui ont été développés, par exemple dans l'immobilier, mais sur plein d'autres marchés, qui ont été en fait des vraies innovations qui aujourd'hui ont révolutionné le marché. Donc je trouve ça vraiment intéressant, pour le coup, que chaque crise amène une créativité. Et d'une façon plus générale, moi qui suis créatif, on va dire, depuis toujours, j'ai été créatif, directeur de création, aujourd'hui je suis président et directeur de création. Moi j'aime bien dire que, en fait, la créativité naît de l'inconfort. C'est-à-dire que quand un créatif est trop dans le confort, trop à l'aise, en fait, il n'y a plus de créativité. Et en fait, d'ailleurs, les Américains sont vachement comme ça. Dans chaque crise, ils y voient une opportunité. Et moi, je suis convaincu que être dans l'inconfort, c'est générateur de créativité. Mais y compris pour votre secteur, qui est souvent le premier touché quand il y a une crise. C'est-à-dire que les premiers budgets qu'on coupe quand on est une boîte et qu'on traverse une crise, en général, c'est la com. Je confirme. Effectivement, on se dit, tiens, en fait, qu'est-ce que je peux couper le plus rapidement ? Ça, je vais couper les budgets de communication. Ce qui est intéressant, je pense que c'est une énorme erreur, pas seulement pour mon business, je pense que c'est une énorme erreur des marques d'une façon générale. On l'a vu, en fait, il y a eu des études qui ont été faites après le confinement et qui ont déclaré qu'en fait, pour les Français, pour une grande majorité des Français, en fait, le fait que les marques continuent à communiquer, soient présentes en télé, dans les médias, à faire un certain nombre d'actions, en fait, ça rassurait les Français.
Et en fait, ça génère finalement de la positivité et de l'optimisme. Faire en sorte que les marques disparaissent des écrans, alors je parle de la télé, mais disparaissent aussi des médias, des réseaux sociaux, au contraire, c'est générateur de stress pour les Français. Donc je pense qu'en fait, au contraire, il faut communiquer. Et les marques qui ont le plus communiqué pendant le confinement sont les marques qui ont le plus redémarré leur business rapidement ensuite. Après, c'est délicat de communiquer en période de crise, parce qu'il ne faut pas passer pour le bisounours qui ne voit pas les problèmes, vous voyez ce que je veux dire ? Effectivement, c'est forcément délicat de communiquer en période de crise, parce qu'on ne peut pas occulter ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs de l'économie qui le font très bien aujourd'hui, et d'autres qui ne le font pas du tout. À titre d'exemple, je pense qu'il y a des acteurs de la grande distribution qui communiquent très bien aujourd'hui sur la crise et l'inflation au niveau des produits alimentaires qu'on est en train de vivre. Je pense notamment à Leclerc, à Lidl. Ils ont des vrais actes de communication. Ils passent d'abord dans ce qu'on appelle du story doing. Ils font des choses et ils communiquent dessus. Je pense que ça, c'est assez intéressant, leur façon de faire, même s'il faut faire attention au washing derrière et de vraiment faire les choses avant de communiquer dessus. Je trouve que toute la partie, on va dire, grande distribution, c'est vraiment intéressant ce qu'ils sont en train de développer en communication aujourd'hui. Par contre, on peut s'étonner, par exemple, que les banques ne soient pas très présentes, ou alors dans leur communication ne soient pas ciblées sur ce que les Français sont en train de vivre ou vont vivre dans les prochains mois, en fait. Ni, par exemple, les grands groupes d'énergie comme Total, comme EDF. On a très peu de communication sur ce qui est en train de nous arriver, sur la crise énergétique. Finalement, tous ces grands groupes ne communiquent pas du tout dessus, sauf si je me trompe, mais je n'ai encore rien vu du tout, alors que les grands distributeurs, ils sont présents, ils sont là et ils défendent le pouvoir d'achat des Français. Alors, je vais pas faire la pub pour les grands distributeurs, mais je trouve que sur ce secteur, il y a une vraie belle réaction en termes de communication. Vous arrivez justement, vous, à convaincre vos clients de continuer de communiquer pendant les crises, d'être créatifs, d'être audacieux, de prendre des risques dans un moment où on n'a pas forcément envie d'en prendre ? Alors, c'est pas tant les convaincre que comprendre leur business et leur faire comprendre pourquoi, en fait, continuer à communiquer, c'est continuer à faire grandir leur business, même en temps de crise, ou en tout cas à le faire perdurer. Je pense que c'est vraiment ça. À partir du moment où on leur fait comprendre que c'est important pour leur marque, important pour leurs investissements futurs, en fait, de continuer à communiquer, ils le comprennent totalement. Donc c'est pas tant les convaincre que s'intéresser à leur business au quotidien et puis être main dans la main. C'est là où le métier de la communication aujourd'hui a changé, je pense. C'est qu'avant, on faisait de la publicité avec le brief que nous donnait le client et puis voilà, on faisait un truc un peu fou, un peu intelligent, un peu marrant, un peu émotionnel et puis c'était notre métier. Je pense qu'aujourd'hui, notre métier, il est plus profond que ça. On a un vrai rôle de conseil en communication et on a un vrai rôle de comprendre le business des clients et des marques. Et d'ailleurs, très souvent, on est aussi présent sur le genre d'initiative dont on a parlé tout à l'heure, de dire tiens, on a une idée business, nous on appelle ça des business ID. Tiens, pour changer ton business, on a pour viser telle cible ou pour changer telle chose, tu as tel problème actuellement, tu pourrais penser à faire ça ou ça. C'est quasiment des idées qui parfois peuvent changer la structure de leur économie et qui peuvent fonctionner interne. Alors là, on est en train d'en développer avec certains clients. Ça prend forcément beaucoup plus de temps à développer parce que c'est des idées de fond structurelles au sein de l'entreprise qui vont toucher jusqu'au directeur général et au président, les comités de direction. C'est pas des idées de communication, mais je trouve que c'est vraiment aujourd'hui super important. C'est notre métier. On a une vision stratégique et créative des marques, mais on est aussi là pour amener de la fraîcheur, avoir du recul sur les situations et amener de la fraîcheur auprès de nos clients qui ont un peu la tête au quotidien, la tête dans le guidon sur leur business et sur mener l'entreprise. Mais ça exige déjà du temps, vous l'avez dit, et puis ça exige de bien connaître effectivement le business des clients. Est-ce que c'est possible dans des relations agence-annonceur qui, j'ai l'impression, se font aujourd'hui sur des temps plus courts? Avant, une agence avait un annonceur qui était là depuis des années, voire même des entités très spécifiques créées uniquement pour tel ou tel client. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, est-ce que ça laisse le temps vraiment de faire ça ? Alors, est-ce que ça laisse le temps ? Je pense que tout va beaucoup plus vite dans notre métier et dans le monde en général, donc il faut s'adapter. Donc il faut très vite comprendre plus vite le business des clients, le comprendre aussi bien qu'eux, voire mieux qu'eux. Donc en vrai, tout ça, c'est vraiment passer du temps à s'intéresser en fait aux marques et à s'intéresser à leur industrie, à leur marché, à leurs consommateurs. Donc effectivement, ça prend beaucoup de temps.
mais il faut l'ingérer, le digérer assez vite pour avoir une réflexion intéressante et intelligente pour revenir vers eux et leur dire, nous, notre vision, c'est plutôt ça. Et d'ailleurs, même si parfois ça n'aboutit pas, je trouve que ça les challenge. Et quelque part dans une entreprise, les grands dirigeants n'ont pas toujours ces gens en interne pour les challenger. Donc on sait qu'aujourd'hui il y a des cabinets de conseil, des choses comme ça, mais nous avec notre vision un peu plus créative des choses, j'ai envie de dire qu'on amène un peu de concret finalement. Quand on arrive avec une vision stratégique, mais aussi des idées sur la marque, une idée finalement, tout devient plus concret. Comment est-ce que... Vous avez dit, vous êtes directeur de création, donc j'imagine qu'au sein de l'agence Fred et Farid, vous mettez vraiment la création au centre de tout. Quelle est votre méthode de travail pour ça ? Alors, c'est ce qui est génial, moi je trouve, avec la création, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Il n'y a pas vraiment de méthode, il y a un feeling. Moi, je crois beaucoup à la parole. En fait, je crois beaucoup à la parole à différentes étapes. C'est-à-dire à l'étape du brief, quand on partage le brief avec nos clients, quand nos clients nous briefent. Je trouve que là, déjà, il y a des choses qui naissent dans la parole. Ensuite, au sein de l'agence, quand on est avec les créatifs, avec les planeurs stratégiques, on échange énormément. Moi, je suis pour échanger énormément à haute voix parce que parfois, quelqu'un va dire quelque chose, ça va faire rebondir sur quelque chose d'autre. Ah, ça me fait penser à ça. Et donc vraiment, moi, je pense que la créativité naît quelque part de dialogue, d'un ping-pong des idées, d'un brainstorming, comme on dit souvent. Et je pense que la créativité seule est assez rare. C'est-à-dire que en agence de publicité, je ne crois pas du tout au fait qu'il y a l'homme providentiel ou la femme providentielle qui arrive, qui dit c'est ça et c'est là-bas. Non, c'est pas vrai en fait. C'est un partage de connaissances qui va aboutir à la fin à une idée intéressante pour le client. Et d'ailleurs, ce que je trouve super intéressant qu'on fait énormément aussi, c'est que parfois on arrive avec des idées et c'est en partageant avec notre client, qui connaît très bien sa marque aussi, qu'on arrive à l'idée ultime, c'est pendant la réunion avec le client. Moi, je suis rarement dans une posture de « je vais te vendre une idée » et c'est exactement cette vision-là. J'arrive avec des idées que je trouve intéressantes et après, on les peaufine avec le client. Et je pense que cet échange, il est super important. Vous êtes maintenant... au cœur de plein de possibilités dans le milieu de la publicité, c'est-à-dire que vous avez une multiplication des supports sur lesquels vous pouvez vous exprimer, que ce soit le print, l'affichage, la télé, les réseaux sociaux, avec des formats en plus qui diffèrent d'une plateforme à l'autre, évidemment le digital au sens large. Est-ce que ça amplifie la créativité ou au contraire, est-ce que ça la bride parce qu'à un moment, on ne peut pas multiplier les formats, on ne peut pas faire passer les mêmes messages selon qu'on a 15 secondes ou 3 minutes et que... En plus, les budgets restent un peu toujours les mêmes et qu'en même temps, il faut être présent partout, quoi. Alors, moi, je pense qu'il y a les gens qui sont un peu nostalgiques dans notre métier et qui diront que faire de la télé, de la presse et de l'affichage, c'était génial. Et finalement, s'ouvrir à tout ce qui est réseaux sociaux. Et au-delà de ça, nous, on bosse aussi sur des programmes RSE pour les entreprises, enfin des vrais programmes de fond. Donc qui ne sont même pas des outils de communication, mais vraiment des programmes de développement en interne qui, un jour, vont voir le jour en termes de communication, mais vraiment, c'est sur du fond fait d'abord culturel, et on s'exprime après. Voilà. Et donc, moi, je trouve ça super excitant. Et je pense, honnêtement, qu'on est chanceux aujourd'hui de faire ce métier. On est vraiment chanceux aujourd'hui de faire ce métier. La création, c'est porteur d'espoir à la base. Trouver des idées, finalement, c'est imaginer l'impossible et puis le concrétiser un jour. Et donc, moi, je trouve que c'est porteur d'espoir et donc on est chanceux parce que vraiment, on est dans une posture où on attend de nous de la fraîcheur, de l'optimisme. Et donc en fait, c'est quelque chose de super intéressant, quel que soit le média. Moi, demain, je peux arriver auprès d'un client en lui proposant un programme RSE structurel de son entreprise et idée numéro 2, ça va être un film, idée numéro 3, une activation sur le social. Peu importe où naît l'idée, le plus important, c'est qu'elle se développe sur les bons médias pour être en résonance avec notre cible et nos consommateurs. Vous avez signé un très joli film pour La Redoute, basé sur l'histoire d'une famille recomposée. Et ça fait 2 minutes 54. Oui. Et je me suis dit, mais il y a encore de la place aujourd'hui pour des films de cette longueur ? Effectivement, il y a encore de la place pour des films de cette longueur. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, soit on est dans des formats très courts, soit on est dans des formats très longs. Il n'y a plus de juste milieu ? Il y a plus rarement du juste milieu, effectivement. Effectivement, ces formats très longs passent peu en télé.
Il passe peu en télé parce que ça coûte très cher. Ah oui. Mais pour le coup, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est des formats qui sont énormément regardés. Je pense aussi que sur ce genre de format, on est vraiment dans l'émotion. Ah oui, Et quand on raconte une histoire qui finalement parle à peu près tout le monde, parce que les familles recomposées aujourd'hui, c'est quand même 2 familles sur 3, je pense que forcément, on se voit tant en tant que personne qui a vécu cette situation, où on y voit ses parents, où on y voit sa sœur, où on y voit ses amis. Donc finalement, on est forcément touché par ce genre de film. Et sur ce qui est du format, moi je pense que le format, c'est tout simplement qu'est-ce qui nous permet de faire passer notre message de la bonne façon. Donc parfois, il suffit d'un 6 secondes sur les réseaux sociaux, et ça suffit pour faire passer un message. Et puis parfois il faut un 2 minutes 54, effectivement. Et puis parfois ça va être complètement autre chose, ça va être développer un service, ça va être se rendre utile et donner du sens à sa marque. C'est vraiment des choses totalement différentes. Comment est-ce qu'on peut partager aujourd'hui davantage la créativité, la faire rayonner, la pousser à investir des lieux ou des champs dans les entreprises qu'elle n'a pas nécessairement pris encore jusqu'à présent? Moi, je pense que la créativité, il y a eu un très bel exemple de créativité dernièrement. C'est la marque Patagonia et son fondateur qui déclare en fait léguer son entreprise à la terre. Donc concrètement, en fait, il lègue toutes les parts de son entreprise à une association humanitaire, enfin qui œuvre pour la planète. Et ça, c'est un acte de créativité. La créativité, c'est du courage avant tout, en fait. C'est comme ça, hein. À la base, c'est du courage. Et quand on parle de crise, et là, on est sur une vraie crise climatique aujourd'hui, quand on voit cet acte de créativité et ce courage de dire, en fait, moi, je vais léguer mon entreprise à la terre, et tous les revenus, tous les bénéfices de mon entreprise vont revenir en fait à une association pour la planète, pour sauver la planète. Ça, c'est un vrai acte de créativité. Et d'ailleurs, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux, je suis loin d'être le premier, tout le monde, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, a vraiment posté cette initiative en la saluant, et je pense que ça, c'est la vraie créativité d'aujourd'hui. Peu importe le moyen de le communiquer, le plus important, c'est l'acte. Et là, c'est un acte absolument incroyable, à 86 ans, de léguer son entreprise à la planète. J'espère que d'autres entreprises vont suivre. Patagonia est une marque qui, depuis des dizaines d'années, est vraiment dans un processus de protection de la planète avec des vêtements, des gammes de vêtements vraiment qui font en sorte de respecter l'environnement. On se rappelle tous de leur communication où ils avaient posté une de leurs parkas et la pub disait « N'achetez pas cette veste ». Si vous n'en avez pas besoin, ne l'achetez pas. Ce qui était un acte encore ultra courageux en termes de communication, mais qui était les prémices de l'acte final de son fondateur aujourd'hui. Ça, c'est une belle créativité, et encore une fois, c'est porteur d'espoir. Ça va faire boule de neige, ce genre d'acte de créativité, c'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir... Ça va driver tout un écosystème, c'est-à-dire qu'à force de voir des marques plus audacieuses les unes que les autres, ça peut entraîner d'autres entreprises, selon vous? J'espère. Quand on voit l'exemple de la crise du Covid il y a 2 ans et demi, 3 ans, effectivement, les premières initiatives ont généré beaucoup d'autres initiatives chez les marques. J'ai trouvé ça assez beau, d'ailleurs. Malheureusement, très vite, l'actualité business et puis une nouvelle crise est arrivée. Mais quand je prends cet exemple-là, des entreprises il y a eu une première entreprise qui a eu une action, puis toutes les autres se sont dit tiens, nous aussi on va faire ça, nous on pourrait être utile en faisant ce genre de choses. Ça a généré vraiment un mouvement très positif. J'espère que Patagonia va générer ce même genre de mouvement. Parce que moi, le sujet écologique me touche profondément. J'ai longtemps travaillé pour la fondation Greenpeace en tant que créatif, pour les aider dans leur communication. Et j'espère que Patagonia n'est que le début. Malheureusement, au vu des crises un peu plus urgentes qui nous arrivent, je pense que les sociétés et les entreprises vont avoir d'autres choses à faire, excusez-moi l'expression, mais si ce genre de démarche pouvait se répéter, ça serait très bien. Et honnêtement, je pense que malheureusement, ça ne passera que par là.
Merci beaucoup Olivier Lefebvre d'avoir été avec nous aujourd'hui, président et partenaire de Fred et Farid Paris. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, vous nous retrouvez en podcast et en replay sur vos plateformes et sur le site internet bismart.fr. On se retrouve bien sûr vendredi prochain et lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Bon week-end sur Bismart. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.